Bonsoir. Pour ce deuxième numéro de Bulle, deux invités, deux auteurs de bande dessinée. Claude Auclair, dessinateur, scénariste, décorateur de théâtre, etc. etc. Midge Pearson, dessinatrice, Oui. scénariste aussi, J'en ai fait des essais, oui. peintre, Oui. et puis peut-être aussi beaucoup d'autres choses. J'essaye. L'existence de Midge Pearson commence comme une bande dessinée d'aventure dans les îles. Jamaïque et fleurs tropicales, cheval et nature exubérante. Après un détour par les Beaux-Arts de Paris et le Canada, Midge Pearson s'installe à Thiers, en Auvergne. Par les moyens de transport habituels, il y a loin de Rescourse, son village natal, à l'atelier au fond du jardin de Thiers. Il y a loin des palmiers des Caraïbes aux chênes auvergnats. De la plage des pirates de Jackson's Bay à la pierre des fées des Bois Noirs. Mais par l'intermédiaire de la planche à dessin, il n'y a qu'un pas de Thiers à la Jamaïque. Apparaître chez Ludovic Trian en septembre-octobre 1984, Anansi, conte de la Jamaïque. Midge Pearson s'inspire largement de l'extraordinaire répertoire des conteurs populaires jamaïcains. Anansi, c'est un peu Baba Willy, et vice-versa. Il était une fois, la formule rituelle retentit, et la magie opère. C'était au temps de la grande famine. Anansi avait beaucoup de mal à trouver sa nourriture quotidienne. Pour patienter, en attendant la parution de l'album Anansi, vous pouvez toujours vous offrir le numéro 4 du fanzine trimestriel Tremplin, publié par François Defaille pour le compte du Centre de recherche de la Maison de la bande dessinée d'Angoulême. Midge Pearson, tout de suite des questions qui s'imposent. Comment naît-on à la Jamaïque, femme en plus, et malgré ça, on se retrouve en France faire de la bande dessinée, qui n'est pas particulièrement un métier de femme, c'est plutôt un métier d'homme, la bande dessinée. Ça, je ne comprends pas pourquoi, en fait. On n'a pas besoin d'une force physique plus grande pour faire la bande dessinée. Pour moi, c'est normal de faire ce qu'on a envie de faire. C'est tout. Et surtout, a priori, il n'y a pas d'interdit machiste dans la bande dessinée. Rien n'empêche la bande dessinée, l'accès de la bande dessinée à une femme. Ou non, à une je fille. trouve pas. Je trouve pas. Moi, de toute façon, même s'il y en avait, je refuse d'accepter ça comme contrainte. Alors, comment expliquer qu'il y ait si peu de femmes dans la bande dessinée? J'aimerais bien savoir. Je sais pas. Moi, ce n'est pas un problème que je me suis posé. Je ne me pose pas un problème en tant que femme, mais en tant qu'être humain qui a envie de faire quelque chose. Et mon langage privilégié est donc le dessin. Et raconter quelque chose, c'est de la bande dessinée, tout simplement. Et quand on est jeune fille à la Jamaïque, on pense déjà bande dessinée ou non, ça vient beaucoup plus tard? Non, j'ai pas pensé à la Jamaïque. C'était beaucoup moins développé qu'ici. Je trouve que les bandes dessinées ici, c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus de choses, beaucoup plus de possibilités. Or, là, la Jamaïque, on n'avait que les comics qui venaient surtout d'Amérique, en général. Et c'était quoi ces comics? Vous avez des souvenirs précis, non? Oh, ben, il y avait Bringing Up Father, il y avait Peanuts, bien sûr, Prince Valiant, Tarzan, Superman, bien sûr, tout le reste. Et donc, la bande dessinée, c'est après? C'est en France? Oui, c'était en France que j'ai découvert la bande dessinée telle que je l'aime. C'est-à-dire? J'aime le travail de dessin dans la bande dessinée. Bon, il y en a dans les travails américains, je ne veux pas nier ça, mais ce qu'on recevait à la Jamaïque, on ne trouvait pas le dessin dedans. C'était un truc bon marché, etc. Des aventures bon marché, très propagandiste même, je dirais. Et le bande dessinée que j'aime, ça raconte quelque chose de beaucoup plus profond.
Oui, et puis, en plus, il y a le problème des comics américains qui sont découpés en tranches de saucisson Oui. et qui donc ne permettent difficilement un récit, disons, de l'étendue d'un roman ou d'une nouvelle Voilà, en littérature. oui, voilà. Et je trouve que la bande dessinée ici, ça raconte tellement de choses différentes qui m'intéressent. On apprend tellement de choses dans la bande dessinée. Voilà. Et donc, quand vous avez découvert la bande dessinée et décidé de faire de la bande dessinée, vous avez tout de suite pensé à Anansi, c'est-à-dire au conte de la Jamaïque ou, Oui, dans le sens que je me suis dit, en sortant des Beaux-Arts, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire avec le dessin que j'aimais faire? J'avais envie d'utiliser mon dessin. Et la bande dessinée m'a plu comme moyen de raconter des histoires. Et la Jamaïque, ça me semblait quelque chose d'original que j'apportais en moi, que j'avais envie de partager. Oui, parce qu'il y a un reproche qui peut tomber sous le sens et auquel on va couper l'herbe sous le pied tout de suite, là. C'est, bon, vous êtes blanche de peau et vous assumez une culture que généralement on voit plutôt noire. Ben, je n'ai pas l'impression de raconter l'histoire des Noirs, je raconte l'histoire des gens de mon pays, tout simplement. Et je l'appartiens totalement à ce pays. Complètement. Oui, moi je me sens jamaïcaine. Et Tout ces à contes fait. de la Jamaïque, c'est une inspiration qui est typiquement jamaïcaine? Ça vient d'Afrique? Ça vient d'Afrique. C'est les Ashantis qui ont emmené ces contes avec eux en arrivant dans les bateaux d'esclaves qu'on connaît. Et on le trouve dans tous les Antilles, mais chez nous, on a une particularité, c'est que l'héros de ces contes, c'est Anansi, c'est un homme araignée. Et l'araignée était le dieu de l'intelligence chez les Ashantis. Et c'est le malin, c'est comme le renard dans les contes européens en fait. Et paraît-il, dans les autres Antilles, c'est le lapin qui joue le même rôle. Aux États-Unis aussi, c'est Burr Rabbit des contes américains. Parce qu'en fait, moi, dans ces contes de la Jamaïque, je retrouve des contes du Limousin, je retrouve des contes de Bretagne. C'est toujours l'idiot qui est en fait plus malin que ceux qui se croient malins. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à les contes de romans de renard, tout à fait. Oui, ça défend la même cause en fait. Ça défend une culture populaire contre une culture savante. Et, le plus faible qui doit, par son intelligence, gagner sur le plus fort en fait. Et à partir de là, bon, on décide de faire de la bande dessinée. On a un sujet qui est, enfin même des thèmes très, très riches qui sont les thèmes les contes de la Jamaïque. Et comment ça se passe? Alors, on trouve tout de suite un éditeur, on décroche son téléphone, comment on fait inscrire les sonnettes ou... Malheureusement, c'est beaucoup plus difficile que ça. En tout cas, c'était pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit que la seule manière que je peux prouver que je fais de la bande dessinée, c'est d'en faire. Donc, je me suis mis à faire des planches. Et après, ayant une certaine accumulation des planches, je suis allée voir les éditeurs un peu partout. Mais j'ai jamais été dans le créneau qui était accepté. Et alors comment ça se passe? On téléphone, on prend un rendez-vous, on a un nom? Oui, c'est ça, avec mon petit carton sous le bras. Voilà. Et on est bien reçu? Ça dépend qui. Ça dépend. Il y a certaines qui m'ont expliqué pourquoi ils le refusaient, ce que je trouve tout à fait valable. Certaines qui expliquaient moins bien, que je trouve très décourageant pour une jeune dessinatrice. Et qu'est-ce qui ne plaisait pas? C'était l'inspiration? C'était les contes? Souvent, oui. Souvent, on me disait souvent que les dessins ça va, mais les contes ça n'intéresse personne. La Jamaïque n'intéresse personne. Ce que je ne comprends pas très bien pourquoi, surtout avec, avec le reggae et tout ça. La musique jamaïcaine n'est pas que le reggae, mais quand même, ça trouvait un certain intérêt en France. Je suis étonnée pour ça. Et donc, on ne voulait pas publier les bandes dessinées qui vont avec le reggae? Ben, ça semblerait que non. Enfin, maintenant, il y a Ludovic Trian qui va sortir un album, le premier album des histoires d'Anansi. Vous saurez tout sur Claude Auclair en lisant d'abord le numéro du mois de mai des Cahiers de la bande dessinée, puis l'ouvrage de Dominique Poisson à paraître en juin 84 chez Ludovic Trian. Vous saurez tout sur sa naissance au cœur du Marais breton, en Vendée, sur son enfance et son adolescence partagées entre le Nantes des grandes grèves des années 50 et le Marais de Mont, le Marais vendéen des moutons noirs du général Charette. En 1983, Claude Auclair s'installe à La Rochelle pour y travailler à son bateau, un magnifique voilier de 12 mètres. À son bateau, mais aussi à une bande dessinée monumentale intitulée Le sang du flamboyant, bande dessinée prépubliée par la revue À Suivre avant sa parution en album dans la collection des romans à suivre chez Casterman. Avant d'être une bande dessinée,
Le sang du flamboyant a d'abord été un film de François Mijas, tourné à la Martinique en 1980 et sorti sur les écrans de l'Hexagone en 81. La bande dessinée, comme le film, s'inspire d'un épisode dramatique de l'histoire récente des Antilles françaises. La rébellion solitaire de Beauregard contre l'État français du maréchal Pétain, puis contre le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Claude Auclair, bonjour. Bonjour. Comment passe-t-on de la Bretagne de Bran-Ruse aux Antilles du sang du flamboyant? Par le même chemin, en fait. Je crois que c'est la continuité de toute une réflexion sur les dites minorités, entre guillemets. Et puis, c'est aussi la conséquence d'une expérience personnelle. Bon, je suis marié avec une Antillaise, j'ai des enfants métis. J'ai voulu quelque part essayer de comprendre des fonctionnements qui m'échappaient un peu. Et c'est ce qui m'a amené, après la réflexion de Bran-Ruse, après toute cette démarche, à me rendre compte qu'il y avait des fonctionnements tout à fait similaires aux Antilles. Donc, quelque part, il y avait des problèmes communs. Et c'est là que j'ai commencé à me documenter, à m'intéresser aux problèmes antillais, un peu plus avant, disons. Et j'ai voulu raconter quelque chose autour de ces pays qui me sont aussi très chers, je veux dire, par ma vie. Et puis peut-être aussi léguer quelque chose à mes filles, leur laisser quelque chose, comme j'ai laissé quelque chose avec Bran-Ruse, je veux dire, qui est une partie de leurs origines, je voulais laisser aussi quelque chose qui est aussi une partie de leurs origines. Et c'est une genèse assez particulière, parce qu'on l'a dit tout à l'heure dans le montage, ça a d'abord été un scénario de film. Voilà, tout à fait. En fait, je cherchais un sujet autour de ça, et puis j'en avais parlé avec Ina Césaire, la fille du poète Aimé Césaire, et qui m'a fait rencontrer François Mijas, qui est donc réalisateur de films, qui a réalisé donc le film après coup. Et à l'époque, il m'a proposé ce scénario en me disant, je ne peux pas le réaliser, ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant, je te donne le scénario, tu en fais ce que tu veux, en fait. Et l'histoire m'a vraiment intéressé. Et puis, comme j'étais encore sur Bran-Ruse, j'ai pas pu commencer tout de suite. Entre-temps, lui a pu réaliser le film. Et après, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de traiter ça? Et puis après réflexion, oui. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire déjà par elle-même, ce qu'elle évoquait, ce qu'elle remuait, mais aussi le fait de comparer ces deux moyens, en fait, de raconter par l'image. Et c'est ce qui m'a vraiment motivé, en fait.
Bon, ayant vu, lui, les problèmes que lui avait posé le cinéma, bon, problèmes souvent découlant de problèmes financiers, plus que techniques, en fait, bon, je me suis dit, moi, je vais voir effectivement jusqu'où, sur ce même scénario, sur cette même histoire, je peux aller ou pas aller, je peux faire ou pas faire. Enfin, ça a été ça. Donc avec beaucoup plus de liberté dans la bande dessinée Oui, beaucoup. que Mijan a eu pour le film, malheureusement. Malheureusement, beaucoup plus, oui. Bon, à un tas de niveaux, bon, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Il a été obligé de gommer un certain nombre de séquences, par exemple, qu'il n'a pas pu tourner, parce que financièrement, ça coûtait trop cher et que le producteur n'avait pas assez d'argent pour s'investir et pour investir. Bon, oui, parce qu'il faut dire que malheureusement, le film s'est fait dans des conditions financières assez difficiles. Très, très difficile. Qu'il a eu une diffusion en France, en plus, relativement confidentielle. Ah oui, très mauvaise. Très mal faite. Très mal distribuée. Et donc, il est malheureusement passé un peu inaperçu, parce que c'est un film très intéressant. Oui, on a voulu en faire un film politique, alors qu'en fait, au départ, c'est pas ça. Ça raconte l'histoire, en fait, d'un homme et d'une communauté dans une époque historique donnée, quoi. Et bon, s'il y a effectivement une coloration politique, elle vient après coup. Et au départ, surtout, c'est moi ce qui m'a passionné, c'est d'abord une belle histoire, quoi. Une belle histoire d'être humain, quoi. Et ce qui m'intéressait surtout dans cette histoire, c'est comment, à partir d'un fait divers, on peut glisser en fait vers le mythe, parce que c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de cet homme. C'est-à-dire, bon, il a vécu l'aventure, il s'est opposé, bon, dans des périodes historiques données pour des raisons personnelles, données à un pouvoir en place, et déjà de son vivant, son histoire a commencé à déraper. Elle a commencé à devenir mythique sur le plan populaire. C'est-à-dire, les gens, tout d'un coup, se sont reconnus à travers ce personnage comme étant le dernier nègre marron, en fait. Et, bon, les nègres marrons étant sous l'esclavage, les noirs qui quittaient la plantation et qui se sauvaient et qui allaient souvent se réfugier dans la montagne, où ils recréaient des petites communautés pour survivre. Et ce beau regard, puisqu'il s'agit de lui, bon, a eu ce fonctionnement-là, en fait, dans lesquels, tout d'un coup, les gens se sont retrouvés. Et déjà, que je redis, de son vivant, ça a commencé à devenir un espèce de personnage mythique, et ça s'est complètement renforcé après sa mort, pour être ensuite occulté. C'est ça qui est étonnant. C'est ce que me racontait Mija, justement, c'est que cette histoire, à la limite, c'est presque lui qui l'a réveillée. C'est-à-dire, il en avait entendu parler par son beau-père, qui était avocat à la Martinique, et il a commencé à faire des recherches sur le terrain. Et c'est lui, à la limite, qui a réveillé chez les gens cette histoire qui était présente, qui était latente, mais que tout le monde avait un petit peu étouffée. Pourtant, c'est une histoire très récente, enfin, bah oui, elle a une trentaine d'années. C'est ça, c'est passé entre 1942 et 1949. Sur 7 ans, ça a été très très rapide. En fait, donc, on retrouve les mêmes thèmes d'inspiration que ceux de Mitch Pearson. On revient au mélange entre le mythe et la réalité. En fait, moi, ce qui me frappe chez Mitch, c'est qu'elle traite des thèmes qui sont légendaires d'une façon très réaliste, dans un contexte très réaliste, et que, au contraire, Claude Auclair traite de quelque chose qui est historique, voilà, mais qui passe dans un contexte tout à fait légendaire et mythique. Voilà, oui, mais je crois que c'est la vraie réalité culturelle, en fait, c'est par le mythe qu'elle fonctionne, je crois. Et c'est ce qui m'intéresse, moi, effectivement, comme type de recherche, en fait. Merci, Claude. Merci. On va maintenant passer à un petit enregistrement qui va nous permettre de faire le tour et de faire une revue des parutions récentes, enfin du moins de celles qui m'ont paru avoir quelque intérêt. Le fanzine suisse Bonté Divine consacre à André Juillard une bonne partie de son numéro 2, avec interviews, bibliographie et dessins inédits. En 1978, Patrick Cotia, scénariste, et André Juillard, dessinateur, créent pour Pif Gadget le personnage de Masque Rouge. Des folles aventures de ce justicier masqué, paru par épisode de 10 ou 12 planches, il reste 150 planches que les éditions Glénat ont décidé de publier en 3 albums, dont voici le premier. Masque Rouge, c'est un peu le brouillon des 7 vies de l'épervier. Mais c'est plus qu'un brouillon, une sorte de répétition générale.
Difficile de parler de l'album de Macchio. Il faut y aller voir, se laisser prendre au charme, se laisser ensorceler. C'est fait de rien, de l'air du temps, de la couleur du temps passé, mais c'est vénéneux en diable. Depuis certaines enquêtes du CNRS, la Sarthe était réputée pour ses sorciers et jeteux de sorts en tout genre. Macchio apporte son eau au moulin. Ça n'est pas le point de vue de l'entomologiste, c'est vu de l'intérieur, et décrit à chaud. C'est de la belle ouvrage qui vaut le détour, et même le voyage. Une révélation de première importance. Un incident technique indépendant de notre volonté avait exclu Le Tendre et l'Oiselle de notre précédente émission. Voilà le malheur réparé. Aux antipodes d'Adèle Blanc-Sec, le deuxième album des mésaventures de Louis l'anarchiste. Des images sans complaisance, des textes au vitriol sur une prétendue belle époque. Par un indianiste distingué, doublé d'un auteur de bande dessinée toujours passionnant, la suite de l'éducation-initiation du jeune Sioux Puits d'Orage, à ne pas manquer. Publié par Artefact, une anthologie de la revue Elvibora. Après des décennies de dictature franquiste, l'énorme cri de joie de toute une génération de scénaristes et dessinateurs espagnols. Bien, je vais passer le flambeau parce que j'estime avoir posé à cette question. Donc, ça va être le tour de Claude Auclair. Donc, une question de Claude Auclair à Mitch Pearson. Un piège. Alors, je voudrais savoir d'une part, bon, qu'est-ce qui a motivé sa démarche. Est-ce que c'est quelque chose de très profond, de très ancien, je veux dire, ou est-ce que c'est une espèce de révélation soudaine, tout d'un coup, Ça dépend si on parle de la bande dessinée ou les histoires d'Anansi. Anansi, c'est très ancienne, en fait. J'ai toujours dessiné les personnages qui étaient très humains, malgré qu'à la Jamaïque, tous les dessins que j'ai vus de l'Anansi, c'est toujours un araignée, avec un chapeau en général, mais c'est à peu près tout. Et moi, je les voyais dans les gens autour de moi, à Baba Willy, dont on a vu dans les montages. Et je les voyais comme ça. J'ai essayé de l'imaginer comment on peut faire un araignée avec un homme, en fait. Donc je l'ai mis 6 pattes, avec les bras ça fait 8, etc. Mais pour la bande dessinée, c'est venu à partir d'une copine à Paris qui faisait une thèse sur la linguistique, qui voulait faire une collection de ses contes et elle me demandait si je voulais faire les illustrations. Et elle est partie en Afrique. Je ne sais pas où elle est. J'aimerais bien la retrouver, mais je ne sais pas où elle est. Et à partir de là, je commençais à dire, moi j'ai ces dessins, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie moi aussi de raconter ces histoires qui me tiennent au cœur, qui sont vraiment très profondes en moi. Et j'ai commencé à faire la bande dessinée avec ça. Ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est qu'il y a donc une existence de ces contes qui est une existence savante, qui est imprimée et qui circule à la Jamaïque à un niveau populaire. Oui, aussi. Évidemment, il y a les parties orales. Moi, j'ai écouté les conteurs. Ma nanny m'a raconté ces histoires quand j'étais enfant. Donc, il y a un côté oral, mais il y a aussi cette récupération par la littérature, par certaines personnes qui font ces collections pour les diffuser plus largement. C'est un peu la même chose aux Antilles françaises, effectivement. On commence à collecter de plus en plus la tradition orale pour effectivement la mettre sur papier. Oui, donc, et même trouver un langage pour les écrire aussi, ce qui était tout un travail. Parce que oui, parce qu'il y a le problème de la langue, donc finalement on n'a pas parlé, puisque dans la bande dessinée de Claude, il y a une bonne partie qui est en créole des Antilles françaises, et au départ, les contes d'Anansi que tu les fais d'abord en ce qu'on pourrait appeler le créole de la Jamaïque. Le patois. Le patois de la Jamaïque. Et c'est-à-dire qu'au début, je le faisais en patois et après, j'ai essayé de faire en français. Et j'avais espéré trouver un moyen de le faire en créole, justement, mais on m'a découragé. Moi, je ne connais pas le créole, forcément. Mais ça a la même résonance que le patois jamaïcain.
Mais c'est très difficile à traduire en plus, parce que c'est pas une écriture, enfin c'est pas, ça s'écrit pas, il n'y a pas d'écriture créole en fait. Donc je sais que nous par exemple on a été obligés c'est une écriture phonétisée. Quoi. Absolument. Et ça, un des problèmes des langues de tradition orale. Absolument. Est-ce que je pourrais dire quelque chose sur le travail de Mich que je trouve vraiment fabuleux? Si, vraiment. Et surtout ce qui est intéressant, c'est cette utilisation qu'elle fait du dessin réaliste, mais en même temps où elle introduit des personnages animaux. Je trouve très intéressant cette adaptation et bon, la réaction par exemple de Delia, ma femme, qui est complètement antillaise, donc guadeloupéenne, comme elle a réagi en face de tes dessins, où elle a senti cette espèce de balancement en fait. Ça c'est vraiment très fort. Quoi. Je l'ai voulu vivante, je les vois bouger en fait, les gens que je connaissais. Et à Nancy, je veux que c'est dynamique, je veux que les dessins portent le dynamisme. Ça, c'est sûr que les personnages dans la bande dessinée à Nancy n'ont pas le même comportement physique que dans les bandes dessinées traditionnelles européennes. Puis c'est la preuve il y a un comportement physique et une façon de se tenir, de se comporter. C'est la preuve que Mich est antillaise. C'est vraiment évident. Moi, par rapport au travail que j'ai fait là-dessus, je suis un visiteur, je suis un touriste, même si, bon, je sens bien les choses par ailleurs, mais bon, je ne suis pas antillais, effectivement. Bon, j'ai pressenti des trucs que j'essaie de faire passer, alors que toi, tu es vraiment, t'as ça, quoi. C'est vraiment super. Une question de Mich Pearson à Claude Auclair? Oui, c'était surtout sur les inspirations de vos travaux, donc le travail de Brandrous, qu'il y a cette ville engloutie, la présence féminine dans cette mythe. Et puis on retourne aux Antilles et pour l'instant je vois une petite différence. C'est vraiment une révolte aussi, mais très différente. Je voulais un peu parler de ça. C'est une révolte d'hommes. Oui. Je trouve effectivement la société antillaise. Alors que, c'est un peu contradictoire, alors que c'est vraiment une société de femmes. Parce que c'est vrai que ce sont les femmes qui font marcher, en fait, les sociétés antillaises. Il y a une espèce de revanche masculine, quelque part, qui fonctionne, qui fait que l'homme, il est toujours en avant. Quoi. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé, j'en avais parlé avec François Mijat de ça, j'aurais plus aimé un personnage féminin. Et le personnage de Delia, par exemple, bon, approche un peu ça, parce que, bon, elle va réapparaître à la fin de l'histoire de manière plus conséquente. Quoi. Mais bon, c'est vrai que il y a quelque chose qui manque là par rapport au mythe celtique où effectivement la présence féminine, le fonctionnement féminin quelque part est constant. Là il l'est, mais il est un petit peu évacué. Quoi. Ceci dit, c'est une histoire qui a été écrite aussi il y a pas mal de temps. Il faut peut-être tenir compte de ça et puis peut-être que bon, Mija y a laissé passer aussi. Un certain machisme. Je n'accuserai pas de ça, non, c'est pas. Mais je crois qu'il a vécu dans les années 60-70 en Martinique. Et je pense qu'à ce niveau, c'était encore plus dur. Que ça s'est un peu ouvert quand même ces dernières années, je pense. La femme a repris quelque chose. On arrive au bout de l'émission, malheureusement. On aurait plein de choses à dire encore, mais on est obligé de s'en tenir là. Donc, fin de bulle numéro 2. Rendez-vous à bulle numéro 3, non pas au mois de mai, mais au mois de juin. Bonsoir.